Super. Ok. C'est parti, ça enregistre en... D'accord, très bien, merci. Bien, donc nous allons pouvoir commencer le cours d'aujourd'hui, qui en fait va nous amener à revoir un certain nombre de notions que l'on a déjà vues dans cette UMR, et puis on va en profiter pour l'appliquer à une maladie que vous connaissez sans doute déjà par la sémiologie. En tout cas, c'est une maladie fréquente qui est l'asthme. Donc, un petit peu d'histoire. Alors, ça m'a l'air d'être un petit peu décalé. Bon, peu importe. Donc, comme vous le voyez, en fait, l'asthme est une maladie qui est connue depuis longtemps, hein, puisqu'on remonte à véritablement, donc, première publication sur l'asthme. PubMed n'existait pas encore, mais la publication était là. Hein, donc, en 5000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, il y avait la description des symptômes qui évoquent eh bien, largement les symptômes d'asthme, et ça a été fait par des anciens Égyptiens, comme on le voit ici. Et ensuite, bien sûr, l'asthme a été, comme c'est une maladie universelle, donc ça a été découvert, enfin ça a été décrit par les Asiatiques, par Hippocrate, notre fameux Hippocrate, et puis il a fallu attendre jusqu'à Galien pour véritablement avoir la première description physiopathologique de l'asthme, puisque ce même Galien avait dit que c'est une bronchoconstriction, un spasme des voies aériennes qui est responsable des symptômes cliniques. Donc voilà un petit rappel historique. Je continue puisque, comme vous le voyez, eh bien, Galien et Maïmonide eh bien, n'étaient pas franchement nos contemporains, et que finalement, eh bien, il faut, alors ça on ne voit pas bien, mais vous le devinez, hein, c'est notre ami Laennec qui est là, et qui a grandement contribué au diagnostic d'asthme avec, bien sûr, sa découverte enfin son principe instaurant le stéthoscope. C'est grâce au stéthoscope que l'on peut véritablement examiner, ausculter les malades asthmatiques. Alors, je me demande, vous ne pouvez pas essayer de tourner juste un petit peu, un grand. Non, en tournant. Non, pas en bougeant simplement le cadre. Vous pouvez? Le cadre. Oui, un mouvement de rotation, pas de translation. Translation, oui, de rotation, c'est mieux. De translation. Ça a l'air drôlement fixe. Hein. Non, c'est fixe. Il y a des flèches. Bravo. Fantastique. Est-ce qu'on peut le mettre au point? Oui. C'est vous qui voyez, c'est vous qui dites. Là, c'est bien. Moi, j'aurais dit comme ça. D'accord, très bien, parfait. Bon, on va rester comme ça alors. Donc, Laennec, c'était la découverte du stéthoscope qui a permis aux médecins véritablement d'aborder cette maladie avec une sémiologie qui est plus fine qu'auparavant. Et après le stéthoscope, eh bien, les explorations fonctionnelles. Alors là, vous voyez John Hutchinson, dès le 19e siècle, dès 1811, 1861, en fait, 1846 très exactement, eh bien, il a inventé le premier spiromètre qui, à peu de choses près, reproduit le même principe que les spiromètres que l'on a actuellement. Donc, la clinique avec Laennec, la physiologie et l'exploration fonctionnelle avec Hutchinson, et puis vient ensuite l'ère de la biologie avec Charcot, Jean-Martin Charcot et Kochman, qui ont l'idée de faire une analyse de l'expectoration pour voir ce qu'il y a dans cette expectoration. Et ce sont eux qui, déjà, vous voyez, en 1850-1890, ont identifié eh bien, une prédominance de polynucléaires éosinophiles. Et donc, c'est un petit peu grâce à eux, c'est un petit peu les pères, de la théorie qui prévaut toujours aujourd'hui, selon laquelle l'asthme est une maladie inflammatoire chronique des bronches, caractérisée par
un type d'inflammation particulière qui est l'inflammation éosinophilique. D'accord? Alors juste en aparté, puisqu'on est un petit comité, lorsque je dis inflammation éosinophilique, eh bien, je sous-entends qu'il y a d'autres types d'inflammation qui peuvent atteindre d'autres types de maladies inflammatoires bronchiques qui sont. Neutrophiles, il y a les neutrophiles et les basophiles. Oui, il y a neutrophiles et basophiles. Donc parmi ces deux-là, lequel vous choisissez? D'accord. C'est ceux qu'on regarde le plus souvent en cardiologie. D'accord. Et ça collerait plutôt avec quel type de maladie? Infectieux, bien sûr, puisque ce sont des neutrophiles, mais concernant les maladies inflammatoires chroniques, en fait, plus tard, hein, l'année prochaine, vous êtes en 3e année, donc l'année prochaine, vous apprendrez, lorsque vous irez dans les services de pneumologie, qu'il y a deux grands groupes de maladies inflammatoires bronchiques chroniques. Il y a l'asthme et la bronchite chronique, la BPCO, hein, la BPCO qui est la bronchite chronique. Soit dit en passant, la différence entre une bronchite chronique et une BPCO, c'est simplement une différence de degré, d'intensité. Une bronchite, c'est simplement une inflammation. Elle peut être aiguë, et vous, comme moi, on peut l'avoir. Lorsqu'elle se chronicise, elle s'appelle bronchite chronique. Mais la différence entre la bronchite chronique et la BPCO, c'est que la BPCO égale bronchite chronique plus autre chose. Quelle est cette autre chose? Le O, c'est obstructif. Voilà. Voilà, le O, c'est obstructif. Donc, c'est la bronchite chronique qui va avoir comme retentissement une obstruction bronchique, une diminution des débits aériens. D'accord? Donc, ce sont deux maladies qui sont les plus fréquentes parmi les maladies bronchiques, telles que peut voir un médecin généraliste, interniste ou bien pneumologue. Eh bien, ces deux maladies sont toutes deux caractérisées par une inflammation, à la différence près que, très schématiquement, on dit que l'asthme, c'est une inflammation éosinophilique. Éosinophilique parce que l'éosinophile, et là encore je suis très schématique dans ce que je dis, mais ce n'est pas faux, mais c'est pour fixer des idées. Parce que l'éosinophile est une cellule qui reflète quoi? Une allergie, d'accord? Un terrain atopique. Donc l'asthme étant une maladie allergique et atopique, eh bien c'est tout à fait logique et normal de trouver l'éosinophile comme étant la cellule principale de l'inflammation. La bronchite chronique, eh bien, elle est caractérisée par une inflammation que vous connaissez maintenant, qui est une inflammation neutrophilique, les polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires neutrophiles, vous les connaissez comme étant surtout des phagocytes qui interviennent dans les maladies infectieuses. Mais dans la bronchite chronique, et notamment dans ces pays-là, mais dans tous les pays du monde, elle est due à quoi, la bronchite chronique? La bronchite chronique, elle est favorisée par le tabac, par les poussières, voilà. Par l'amiante. Tabac, poussière, l'amiante, en tout cas par des particules de la pollution, soit volontaires comme le tabac, soit involontaires comme les particules d'amiante. D'accord? Et ces particules-là, une fois qu'elles rentrent dans les poumons, vont être prises en charge, phagocytées par les neutrophiles. Et c'est pour cela que les neutrophiles sont au centre de l'inflammation de la bronchite chronique. Donc, désormais, vous retiendrez très simplement asthme, maladie allergique, inflammation éosinophilique. Bronchite chronique, maladie due à l'environnement, inflammation neutrophilique. Et si vous regardez dans l'expectoration des patients, eh bien, vous allez trouver beaucoup d'éosinophiles pour les uns, beaucoup de neutrophiles pour les autres. En tout cas, là, on a vu donc l'asthme au cours de l'évolution. Première description, 5000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, la description clinique à partir avec Galien, la théorie de bronchospasme. Ensuite, Hutchinson qui mesure le souffle avec son appareil. Charcot et Kochman qui abordent la biologie avec la découverte des éosinophiles. Et puis, finalement, il a fallu attendre jusqu'en 1906 avec von Purkey, qui nous dit que, en fait, l'asthme, c'est essentiellement une maladie allergique. Essentiellement une maladie allergique. Et c'est une maladie allergique qui se traduit par un dérangement, par une affection des bronches. C'est une affection bronchique allergique. Bien, donc ça c'est l'histoire. Maintenant, à l'heure actuelle, comment peut-on aborder cette maladie asthmatique?
Alors, comme vous le savez, beaucoup de maladies maintenant, eh bien, sont étudiées non pas par un groupe d'individus ou bien une école de médecine, mais il y a ce qu'on appelle des experts internationaux qui se réunissent. Et concernant l'asthme, eh bien, ce groupe d'experts se réunissent sous un cycle qu'on appelle le JINA. Vous avez entendu parler de ce mot? Ben sinon, eh bien, ce mot deviendra un mot quasiment connu par tout le monde, puisque ce sont les experts du groupe JINA. JINA pour G pour global, I pour initiative, et N toujours pour dans le IN, et A pour asthma. Et ce groupe d'experts du JINA se réunissent de façon régulière, tous les ans, tous les 2 ou 3 ans, pour établir des définitions, des recommandations. Et ce sont véritablement un groupe d'experts internationaux avec plusieurs pays qui sont impliqués. Et ce groupe d'experts JINA donc, définissent à l'heure actuelle l'asthme comme étant ceci. J'ai profité aussi pour vous montrer les diapositives originales. On révise aussi l'anglais, hein, c'est pas plus mal, hein, pour vous entraîner à cette langue. Donc l'asthme, c'est quoi? C'est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes. C'est un désordre inflammatoire chronique des voies aériennes que dans cette maladie, de nombreuses cellules sont impliquées et les cellules-là vont sécréter des éléments qui sont des molécules, hein, donc, des éléments cellulaires. Cette inflammation chronique est associée à une hyperréactivité bronchique, donc c'est ce que l'on va étudier un petit peu plus tard, laquelle va entraîner des épisodes récurrents de sibilance, wheezing, de dyspnée, breathlessness, et d'oppression thoracique, chest tightness, et bien sûr de tout. Voilà la cause biologique, l'inflammation chronique. Et vous savez que cette inflammation est de type éosinophilique, ce n'est pas mentionné ici, mais vous le savez. Et c'est associé avec ces caractéristiques qui sont des caractéristiques à la fois cliniques, sibilance, dyspnée, oppression thoracique et tout, et les caractéristiques physiologiques, physiopathologiques, avec cette notion d'hyperréactivité bronchique. Et enfin, d'un point de vue anatomique, eh bien, tout ceci est associé avec une limitation du débit bronchique, en fait une obstruction bronchique. Alors là, je vous laisse traduire, parce qu'en fait, il faut avoir les mots en tête. À vous. Cette obstruction bronchique est variable, souvent réversible. Tendue au sens voilà, donc absolument, donc diffus, widespread, diffus. C'est une obstruction bronchique qui est diffuse, variable et souvent réversible. Et chaque mot est important. Premièrement, une obstruction bronchique qui est diffuse veut dire qu'elle touche plusieurs bronches. Et c'est à distinguer d'une obstruction bronchique qui est localisée, laquelle porte un nom qui est le cacahuète qui coince. Un corps étranger, d'accord? C'est localisé. Ou bien une tumeur bronchique à ce niveau-là. Donc c'est diffus. Si c'est diffus, cela veut dire que c'est un processus biologique. Ce n'est pas quelque chose de mécanique. On est d'accord? Souvent réversible. Alors, dans ce souvent réversible, ça va nous permettre d'expliquer ce mot variable. Cette variabilité, en fait, elle touche deux choses. C'est une variabilité temporelle, et c'est la réversibilité. Il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça va moins bien. D'accord? Et puis, il y a une variabilité géométrique, géographique. Parfois, ça touche certaines bronches, parfois, ça touche d'autres bronches. Mais c'est surtout la variabilité temporelle qu'il faut retenir. Et donc, maintenant, pour nous, serait de voir chacun de ces points les uns après les autres. On va commencer par l'inflammation chronique des voies aériennes. C'est véritablement une maladie inflammatoire. Cette inflammation chronique des voies aériennes
avec l'implication de plusieurs cellules et d'éléments cellulaires. Et donc, on va les voir tout de suite. Alors ici, vous avez les cellules qui sont représentées. Alors, je vous laisse découvrir, et puis dites-moi ce qui sort pour vous, ce qui ressort de cette diapositive. Si on vous demande de décrire, de commenter cette diapositive, que me diriez-vous? Oui? Il y a une cascade cellulaire du système immunitaire qui amène au final à une hypersécrétion bronchique, une vasodilatation, une bronchoconstriction, déjà. Une hypersécrétion. D'accord. Comment? Il y a un réflexe parasympathique aussi. D'accord. Donc en fait, ce sont des notions que vous connaissez déjà. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de systématiser ceci. Alors, que devrait-on dire? Il faut simplement dire qu'ici, eh bien, c'est un dessin qui montre des cellules. Parmi ces cellules, on distingue deux types. D'une part, ce qu'on appelle des cellules résidentes, que sont la cellule épithéliale, la cellule musculaire lisse, les cellules des vaisseaux, les cellules vasculaires, et bien sûr les cellules nerveuses. Ce sont des cellules résidentes, qui sont là, qui sont tranquilles, qui sont peinards, qui s'accoudent au comptoir et qui ne demandent rien. D'accord? Et puis, de l'autre côté, vous avez des cellules qui sont toutes des cellules circulantes sanguines et qui appartiennent au groupe des cellules inflammatoires. Parmi lesquelles, eh bien, vous avez les lymphocytes de type Th2, vous avez les polynucléaires éosinophiles surtout, un petit peu de neutrophiles, mais surtout éosinophiles, et vous avez les mastocytes. Et enfin, vous avez le déclencheur, ce que les Anglais appellent le trigger. Le déclencheur, c'est l'allergène. D'accord? C'est lui qui déclenche tout. Alors cet allergène fait quoi pour organiser notre histoire? Cet allergène va déclencher une réponse allergique, donc inflammatoire, qui sera assurée par ces cellules inflammatoires, au premier rang desquelles vous allez avoir les mastocytes, mais aussi les macrophages, d'accord, qui sont en première ligne. Mastocytes et macrophages vont ensuite faire venir des cellules que j'appellerai les cellules de deuxième ligne, que sont les polynucléaires, et puis des lymphocytes. Donc, d'emblée, vous voyez qu'il y a une composante immuno-allergologique. D'accord? Dans cette inflammation, il y a une composante immuno-allergologique avec les cellules Th2, lymphocytes Th2, et les cellules telles que les mastocytes, qui sont, par définition, par excellence, des cellules allergiques. Alors, de ceci vont être sécrétées des molécules qu'on appelle des molécules pro-inflammatoires et qui vont mettre en branle tout le système. C'est les cellules de première ligne des amines qui vont sécréter. Oui. Alors, par exemple, les cellules de première ligne telles que les mastocytes, eh bien, que fait un mastocyte? Un mastocyte va dégranuler lorsqu'il rencontre l'allergène auquel il a été sensibilisé. D'accord? Et la dégranulation mastocytaire va entraîner la libération de produits tels que les leucotriènes, l'histamine, etc. Les cellules lymphocytaires vont être là pour mettre en route la réaction immunologique, pour qu'il y ait une mémoire vis-à-vis de l'allergène qui est venu agresser le système. Et les cellules résidentes dont je parlais tout à l'heure vont être l'objet, vont être la cible de ces molécules inflammatoires. Et donc, les uns vont se contracter, comme la cellule musculaire lisse, entraînant le bronchospasme. Les autres vont se dilater comme les vaisseaux, expliquant à la fois l'afflux de cellules inflammatoires, mais aussi l'extravasation, donc responsable de l'œdème. D'accord? Et
enfin, les autres encore, tels que les cellules nerveuses, vont être stimulées pour sécréter à leur tour des neuropeptides, qui sont des neurotransmetteurs, qui vont eux aussi participer à la réaction inflammatoire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces cellules résidentes vont être la cible, et ça tout le monde s'en souvient, mais trop souvent, les gens oublient que, en même temps que d'être la cible, les cellules résidentes vont, pour certaines d'entre elles, participer à l'inflammation et se mettre à leur tour à sécréter des molécules pro-inflammatoires. Et c'est l'exemple des cellules de la couche épithéliale. D'accord? Donc l'épithélium, par définition, c'est une cellule résidente, mais si elle est stimulée par des molécules pro-inflammatoires, elle va participer à l'inflammation en sécrétant d'autres cellules, d'autres molécules pro-inflammatoires. En tout état de cause. Donc là, je viens de vous demander de me décrire les cellules avec leurs conséquences physiologiques et physiopathologiques. En tout état de cause, cet ensemble, réaction inflammatoire, conséquences et réponses à cette inflammation par ces cellules résidentes, vont avoir un certain nombre de conséquences physiopathologiques qu'il faut connaître. Je vais commencer par le plus simple, celle que tout le monde connaît, qui est la bronchoconstriction. On est d'accord? C'est la conséquence des muscles se contractent. Quelles sont les autres conséquences qui sont marquées là-dessus? Il y a l'hypersécrétion muqueuse, d'accord? Ça, c'est la deuxième conséquence que je mettrai en termes de fréquence. Donc, première conséquence, bronchoconstriction. Deuxième conséquence, le mucus va sécréter parce qu'il a été activé et donc ensuite il va peut-être falloir essayer d'éliminer toute cette scène inflammatoire. Troisième conséquence, avec ce réflexe cholinergique, hein, ça va participer à aggraver la constriction bronchique. D'accord? Quatrième et cinquième conséquence, c'est qu'à force d'être le siège d'une inflammation, eh bien, le tissu bronchique va essayer de réparer. Et la réparation, eh bien, va avoir deux conséquences, enfin, trois conséquences. L'idéal, c'est qu'il y a une restitution ad integrum. Tout redevient normal. Mais à force d'être le siège de l'inflammation, vous allez finir par voir apparaître une fibrose. D'accord? Une fibrose qui se trouve au niveau de sous-épithélial et une hypertrophie ou une hyperplasie de la média. Hyperplasie de la bronche? Oui, de la média, la bronche. La fibrose, c'est la fibrose sous-épithéliale. D'accord? Et l'hypertrophie, l'hyperplasie, c'est de la média, donc c'est de la couche cellulaire sous-jacente. C'est pour cela que, et là aussi il faut le savoir, on va rester là-dessus. Je vous parlais des deux maladies les plus fréquentes, à savoir l'asthme et la bronchite chronique. On a vu deux différences concernant ces deux maladies. Il y a des points communs. Le premier point commun, ce sont les deux maladies qui vont se caractériser par une obstruction bronchique. Donc, si vous mesurez le VMS, il est diminué. Premier point commun. Deuxième point commun, donc, ce sont des maladies obstructives, l'asthme comme la BPCO. Le deuxième point commun, ce sont des maladies inflammatoires chroniques. On est d'accord. Maintenant, si je vous demande quelles sont les différences entre l'asthme et la bronchite chronique, eh bien, vous devriez pouvoir me donner quelques différences. Il y en a certaines que vous connaissez. L'asthme, c'est par crise activée par quelque chose. Je fais du sport, j'ai une crise d'asthme. La BPCO, c'est une baisse de l'efficacité respiratoire chronique, une dyspnée chronique qui peut être aggravée par l'effort. Il y a une dyspnée déjà chronique.
Voilà, donc ça c'est une différence. Plus prosaïquement, eh bien, on dira que, en fait, on va commencer par le commencement, c'est que vous dites que ça ne déclenche pas quelque chose. L'asthme, ça survient sur un terrain bien particulier qu'un terrain atopique. D'accord ? Et ce quelque chose-là, c'est l'allergène ou bien l'exercice physique. La bronchite chronique, la cause déclenchante, c'est une pollution. Le tabac, l'amiante, la pollution atmosphérique. D'accord ? Premier point. Le deuxième point, c'est que, vous avez dit, c'est qu'une crise qui survient, et en fait, c'est ce qu'on avait dit vu tout à l'heure, c'est une maladie irréversible. Au début, les gens ont une fonction respiratoire qui est normale, ils ont la crise d'asthme, ils chutent leur VMS. Après la crise d'asthme, ou bien lorsqu'ils sont traités, ils recouvrent leur fonction respiratoire. Réversibilité. Il y a des formes d'asthme qui ne sont pas très avancées, qui ne sont pas réversibles? Non, les formes d'asthme qui ne sont pas réversibles, ça existe, mais uniquement pour les formes avancées. Oui, avancées. Un asthme vieilli est un asthme qui n'est plus réversible. La BPCO, elle n'est pas réversible, ou très peu réversible. Donc réversibilité dans l'asthme, absence de réversibilité dans la BPCO. Alors maintenant, si on essaye de comprendre cette notion clinique que tous les médecins connaissent avec la connaissance physiopathe, c'est que dans l'asthme, c'est une bronche jeune, d'accord, toute neuve. On la stimule, elle se contracte, elle chute son VMS, elle ne se contracte plus, elle redevient comme avant. Réversibilité. Dans la BPCO, ce sont des petites accrétions, d'accord, qui entraîne une inflammation à bas bruit avec, de façon traître, mais subreptice, une installation de la fibrose et de l'hypertrophie. Et qui dit fibrose dit, eh bien, comme si cela est pris dans un carcan, donc absence de réversibilité, dans la BPCO. OK ? Mais l'asthme vieilli devient comme la BPCO, concernant la réversibilité. Et enfin, installation de fibrose et de l'hyperplasie. La notion d'hyperplasie, elle est simple. C'est que si vous dessinez une bronche normale, avec ceci comme épaisseur de la paroi bronchique, eh bien, pour diminuer le diamètre interne, parce que c'est celui-là qui nous importe, eh bien, vous devez supposer que je veux, voilà mon diamètre interne, et je veux le diminuer pour arriver jusque-là. Je vais avoir tout ce chemin-là à parcourir. Vous me suivez? Maintenant, la même bronche, mais qui devient hyperplasique. Elle est plus épaisse. Et donc, le chemin à parcourir sera beaucoup plus court. C'est simple. Donc, l'hyperplasie, en fait, va favoriser l'obstruction bronchique. On sera obstrué plus facilement qu'une bronche non hyperplasique. Voilà, donc, en anglais, les cellules inflammatoires, ce que j'appelle les cellules circulantes, inflammatoires, on les a ici, on a la liste, mastocytes, éosinophiles, lymphocytes Th2, basophiles, neutrophiles, plaquettes. Les cellules que j'appelais résidentes, en fait, sont appelées ici des cellules structurelles. Les cellules qui appartiennent à la structure bronchique. Celles que M. Barbet pourrait vous apprendre mieux que moi. Donc, cellules épithéliales, cellules musculaires lisses, cellules endothéliales, les fibroblastes et les nerfs. Et ce que j'avais dit, le point important sur lequel j'ai insisté, c'est que toutes ces cellules-là sont capables de sécréter ces médiateurs, qui sont des médiateurs de l'inflammation. Donc, trop souvent, on pense que bon, ce sont des médiateurs qui sont surtout synthétisés, sécrétés par les cellules inflammatoires. Oui, bien sûr, mais aussi par ces cellules résidentes, structurelles, pour peu que celles-ci soient stimulées par les facteurs adéquats. Et donc, que voit-on? On voit l'histamine, les leucotriènes, les prostanoïdes, qui sont des prostaglandines, le PAF. Vous connaissez le PAF? C'est les plaquettes, les facteurs d'activation plaquettaire. Les kinines, l'adénosine, l'endothéline, le NO, endothéline NO, vous connaissez, les cytokines, les chémokines et les facteurs de croissance, sachant qu'une cytokine ou une chémokine peuvent aussi être facteurs de croissance. D'accord? Et la différence entre cytokine et chémokine, c'est que
Très souvent, ce sont des molécules qui sont sécrétées par les cellules inflammatoires, mais les chemokines ont en plus la capacité d'attirer les cellules inflammatoires sur le site de l'inflammation. Donc, les molécules de l'inflammation et puis les conséquences, celles que je vous avais demandé de citer tout à l'heure. Donc, on avait dit bronchoconstriction en premier lieu, sécrétion muqueuse. Donc, sécrétion muqueuse, ici, ils ont mis en troisième. Nous, on l'a dit en deuxième, bon, peu importe. Je ne pense pas qu'il y ait un classement ici. L'exsudation plasmatique, qui est l'œdème. Les changements structurels, c'est-à-dire la fibrose sous-épithéliale et l'hyperplasie de tout à l'heure. Et puis, l'AHR, qui est le cycle du cours d'aujourd'hui, Airway Hyperresponsiveness, hyper-réactivité bronchique. A pour Airway. Et ça nous amène très naturellement au troisième point listé dans cette diapositive prise toujours par... alors, ce sont des diapositives que vous pouvez retrouver sur Internet. Vous tapez GINA et ils mettent à disposition les diapositives que ce groupe d'experts émettent. Donc, ce sont des diapositives que j'ai prises à partir de cela et c'est pour ça qu'il y a le cycle GINA là-dessus. Donc, ici, le troisième point nous dit que l'inflammation chronique est associée avec une hyperréactivité bronchique, airway hyperresponsiveness, qui conduit à des épisodes récurrents on a déjà vu, de sibilance, de dyspnée, d'oppression thoracique et de tout. Et donc là, dans cette troisième proposition, si vous regardez bien la phrase, vous devriez être capable de me dire qu'il y a en fait 3 entités. Je n'ai pas dû dire ça, j'ai dû vous demander combien d'entités. Il y a 3 entités. Combien 3? Premièrement, l'inflammation chronique. Quelles sont les 3 entités? L'inflammation chronique étant une de ces 3 entités. Une entité, c'est un groupe de propositions qu'on peut mettre ensemble. L'inflammation chronique étant une entité. La deuxième, c'est le phénomène d'hyperréactivité bronchique, airway hyperresponsiveness. D'accord? Deuxième entité. Troisième entité, ce sont les conséquences cliniques, et là, vous les avez, donc sibilance, dyspnée, oppression thoracique et tout. Ça, c'est ce que vous dit le malade. Le malade, il vient avec ça. Là, si vous lui dites hyperréactivité bronchique, il ne va pas comprendre. D'accord? Et si vous dites inflammation chronique, ça ne va pas l'intéresser. En revanche, si vous êtes un chercheur de l'INSERM, vous dites, c'est l'inflammation chronique que moi j'étudie. D'accord? Donc en fait, c'est un petit peu comme un même phénomène, qui est l'asthme, qui est une même maladie, vu par 3 spécialistes différents. Le biologiste s'intéressera à l'inflammation, le clinicien et le malade s'intéressera à tous ces symptômes cliniques, et puis entre les deux, je dirais, le physiologiste ou bien le physiopathologiste va étudier l'hyperréactivité bronchique. Et la question que l'on doit se poser ici, c'est quelles sont les relations entre ces 3? On est d'accord. Puisque ces 3 sont liés, comme on le voit ici. Alors, quels sont les liens entre ces 3 entités? Biologique, l'inflammation chronique, physiologique, hyperréactivité, et clinique, avec les symptômes cliniques qui sont listés là-dessus. Et c'est ce qu'on va maintenant étudier. Alors ici, vous avez des flèches.
Pas dans tous les sens parce que c'est relativement simple, mais ce sont des flèches qui permettent de lier déjà ces trois entités. C'est-à-dire que l'inflammation, c'est toujours en réponse à quelque chose. Ce quelque chose, ce sont des allergènes, ce sont des facteurs déclenchants, ce qu'ils appellent des sensitizers, ce sont des virus et ce sont des molécules de la pollution atmosphérique, air pollutants. D'accord? Ça, ce sont des déclencheurs de l'inflammation. Ensuite, cette inflammation va faire le lit, va faire apparaître l'hyperréactivité bronchique, et cette hyperréactivité bronchique va être responsable, va être sous-jacent aux différents symptômes que l'on a vus, toux, oppression thoracique, dyspnée et puis sibilance. Et puis ici, vous avez la notion de triggers, facteur déclenchant de ces symptômes. Alors, je vous laisse regarder cette diapositive qui finalement est assez simple. Et puis, je vais vous demander pour les volontaires, pour ceux que cela inspire, de me faire des commentaires sur cette diapositive, et notamment les commentaires dans cette partie de la diapositive. Celle-là, elle est facile, on l'a déjà vu, mais surtout cette partie-là. Sinon, je vous aide avec les questions. C'est assez logique en fait. Oui. L'hyperréactivité bronchique, ça va créer la dyspnée par rétrécissement du diamètre bronchique. Ça va créer la toux par la sécrétion muqueuse à l'intérieur des bronches. La sibilance, pareil, par rétrécissement du diamètre, c'est le principe des instruments de vent. La dyspnée. Oui. Et l'oppression thoracique, tout bêtement, c'est la conséquence de la dyspnée. D'accord. Vous dites ça et vous avez raison, mais c'est parce que vous avez déjà vu le cours avec le tonus bronchique, qui a défini l'hyperréactivité bronchique. On est d'accord? Hein? Une HRB, c'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'une bronche, d'accord, qui a un diamètre donné, va se spasmer, va se contracter vis-à-vis de stimulus qui ne font rien chez le sujet normal. Donc, je disais, et c'est toujours vrai, c'est une bronche qui va commencer à jouer de l'accordéon. Ça se contracte et ça se relâche. D'accord? Et à chaque fois que ça se contracte, ça va entraîner tous ces symptômes cliniques tels que vous venez de décrire, donc dyspnée, toux, sibilance. Sibilance, c'est simplement le bruit que fait l'air qui passe à travers un conduit étroit, etc. Donc, ça, c'est assez logique. Maintenant, commentez-moi ça. Et c'est très important dans la vie de tous les jours du malade. Ce qu'ils appellent des triggers, des facteurs déclenchants. Oui? Absolument. Ce sont des facteurs déclenchants qui déclenchent quoi? Qui déclenchent ces symptômes. Chez qui? Uniquement chez des gens qui ont une hyperréactivité bronchique. L'exemple du sportif, hein, s'il a une HRB, s'il court, eh bien, il va avoir des symptômes. L'exemple de l'allergique, s'il se promène au jardin du Luxembourg au printemps, eh bien, s'il a une hyperactivité bronchique, il va avoir des symptômes. Pour l'allergène et les particules, je comprends. Pour l'exercice et l'air froid, je comprends moins bien. Parce que pour le corps étranger, entre guillemets, c'est assez logique. Il y a la molécule d'allergène qui vient se placer dans la bronche, ça crée une inflammation locale. Ouais. Mais comme il y a un terrain inflammatoire très fort, ça généralise toute l'inflammation et avec l'hyperactivité bronchique, ça crée les symptômes. Par contre, c'est pour l'exercice où ça vasodilate, où ça bronchodilate, que là, je peux voir à peu près. Bon, on verra tout à l'heure. Je pense que j'ai mis des diapositives pour expliquer l'exercice et l'air froid. D'accord? Mais c'est une bonne remarque. Et vous verrez, en fait, on a une explication assez logique. Il manque une flèche. C'est que ici, eh bien, ça déclenche ces symptômes en faisant apparaître une inflammation. On est d'accord? Si vous mettez la flèche entre ça et l'inflammation, moi, je ne serais pas choqué, je serais même content. Parce que, en fait, c'est l'inflammation aussi qui fait la base, qui fait le lit de tout ceci. Et pourquoi cela? En passant si le biologiste passait par là, eh bien, vous dites tout simplement parce que l'inflammation va entraîner la sécrétion de toutes les molécules que l'on a vues tout à l'heure, le leucotriène qui constricte, l'histamine qui entraîne un œdème, etc., etc. Donc, derrière le mot inflammation, il y a des molécules très précises que l'on a en tête et qui sont responsables de ces symptômes cliniques. Voilà,
donc les trois entités dont je parlais tout à l'heure, l'hyperréactivité bronchique, l'inflammation bronchique et l'obstruction bronchique qui en fait va se traduire par, par les signes. Et donc c'est une diapositive que j'ai déjà dû montrer lors de mon premier cours, je remets ici. Une HRB, c'est une réponse exagérée des bronches vis-à-vis de stimuli n'ayant pas d'effet chez le sujet sain. Et que lorsqu'on parle de cela, eh bien, on pense toujours à trois entités que je viens de citer. Alors, là maintenant, on va revoir rapidement le cours en disant que parmi les stimuli qui peuvent déclencher une réponse, il y a deux familles de stimuli. Il y a des stimuli directs et des stimuli indirects. Voilà la liste. Et est-ce que vous vous rappelez encore les critères pour nous permettre de dire lequel des stimuli sera direct et lequel sera indirect? Alors la liste, on peut les regarder. Métacholine, histamine, substance P, exercice physique, mannitol, alénosine. Je ne sais pas si vous l'avez montré cette diapo. Je ne suis pas sûr. Si, d'accord. Alors, qu'est-ce qui... Voilà, vous venez, vous dites, c'est moi le stimulus. Et attends, pour de quoi? Des bronches uniquement, d'accord? La question posée, es-tu un stimulus direct ou indirect? Alors, direct, indirect, vous allez me dire par rapport à quoi? Alors, à votre avis? Non. Qu'est-ce qui détermine? Hein? Ce sont tous des stimulus de l'HRB. Ce sont tous des stimulus qui révèlent une HRB. Oui, mais plus précisément. Une HRB, c'est quoi? C'est une obstruction. D'accord? Et l'obstruction, c'est une diminution du diamètre. Et le diamètre sera diminué essentiellement par, de toutes les cellules que l'on a vues, laquelle est la plus puissante et la plus efficace pour faire diminuer le diamètre des bronches. Voilà. C'est le musculaire lisse. Il suffit d'un spasme bronchique pour que la diminution soit au-dessus de visible. Donc c'est par rapport à la cellule musculaire lisse. Et donc là, vous qui connaissez la biologie, eh bien vous dites métacholine, histamine, bradykinine et substance P, ce sont des molécules qui vont avoir des récepteurs membranaires localisés sur la cellule musculaire lisse, lesquels récepteurs, lorsqu'ils sont stimulés, vont entraîner la contraction de la cellule musculaire lisse. D'accord? Alors que les autres stimulus, eh bien, n'agissent pas sur la cellule musculaire lisse. Et je vais prendre un exemple tel que... allez, un exemple qui n'est pas listé là-dessus. Les allergènes. Les allergènes est considéré comme étant un stimulus indirect parce que les allergènes vont déclencher... Avec quoi? Quelle cellule? Mastocyte. Mastocyte. Ça entraîne la dégranulation mastocytaire et les mastocytes qui dégranulent vont envoyer quoi? L'histamine, qui va ensuite venir agir sur la cellule musculaire lisse. D'accord? De ces quatre molécules qui sont des stimulus directs, il y en a une qui est très utilisée, qui est la métacholine. C'est pour ça que j'ai mis 3+. Connaissez-vous la métacholine? Je vous l'avais dit. Comment? Il y a un test à la métacholine, d'ailleurs c'est le test qui est le plus utilisé pour voir si le sujet a une HRB, a une hyperréactivité bronchique. Mais la métacholine, c'est quoi? Absolument. C'est la méthylacétylcholine. Contractée, ça donne la métacholine. La méthylacétylcholine, c'est juste un groupement méthyle que l'on a greffé sur l'acétylcholine. Donc ça agit comme l'acétylcholine, et l'acétylcholine, vous le savez comme moi, c'est un neurotransmetteur du système parasympathique et donc responsable de la bronchoconstriction. Donc on retrouve les données qu'on en a prises ensemble. D'accord? Pourquoi méthylacétylcholine? Tout simplement parce que c'est un artefact de chimiste pour pouvoir conserver l'acétylcholine pendant longtemps, pour pouvoir la stabiliser, pour qu'elle ne soit pas dégradée par les acétylcholinéstérases.
pour maintenir la stabilité de l'acétylcholine, tout simplement. Donc c'est une acétylcholine-like, hein, et qui serait plus stable que l'acétylcholine, la métacholine. Bien. Voilà. Donc, on revoit. Métacholine, histamine, chacun ont le récepteur. Métacholine, le récepteur muscarénique de type M3. Histamine, le récepteur histaminique de type H1. Directement localisé sur la cellule musculaire lisse, et donc ça fait contracter la cellule musculaire lisse. La même chose pour les leucotriènes et les prostaglandines et pour la substance P, qui peuvent être considérées comme étant des stimulus directs. Mais l'histamine et la substance P, par exemple, eh bien, sont libérées par d'autres cellules. L'histamine par les mastocytes, la substance P par les terminaisons nerveuses. Et c'est pour cela que le SO2, le dioxyde de soufre, qui est considéré comme étant la molécule de la pollution atmosphérique prépondérante dans les villes industrialisées, notamment nord-américaines. À Los Angeles, la fumée jaune, c'est le dioxyde de soufre. Donc, ces substances-là vont stimuler les terminaisons nerveuses pour faire libérer la substance P, donc action indirecte. Les allergènes stimulent les mastocytes pour faire libérer leucotriène, prostaglandine, histamine, donc action indirecte. Et puis, le stimulus osmolaire, parmi lesquels on va inclure l'exercice, va entraîner la libération des molécules inflammatoires, les uns par les mastocytes, les autres par les terminaisons nerveuses. D'accord ? Et c'est pour cela qu'ils sont considérés comme étant des stimulus indirects. Alors, très rapidement, tout à l'heure, on avait vu que parmi les stimulus indirects, vous avez des solutions hypo et hypertoniques. Alors, la solution hypotonique, ça peut correspondre à une condition naturelle dans la vie de tous les jours. Vous avez le choix, soit aller prendre dans un sauna, ou bien passer une nuit à Londres, une nuit de brouillard. Ce sont des solutions hypotoniques. Et ça peut effectivement déclencher des crises d'asthme, notamment le brouillard. Maintenant, l'exercice. Eh bien, l'exercice correspond à une solution hypertonique. Pourquoi? Oui, absolument. Parce que lorsque l'on fait l'exercice, on hyperventile. Et en hyperventilant, eh bien, on dessèche la muqueuse. Et c'est ce dessèchement de la muqueuse qui stimule, chez uniquement des gens qui ont une HRB, la dégranulation mastocytaire. Il y a maintenant une façon qui est marrante, c'est l'utilisation du mannitol. Ça vous dit quelque chose, le mannitol? C'est un sucre. Chewing-gum, oui, d'accord. Mais encore. Alors, le mannitol, en fait, on le donne, c'est un sucre, et en fait, on le donne aussi dans le cas d'œdème, parce que ça va entraîner ce qu'on appelle une diurèse osmotique. C'est une macromolécule qui, en s'éliminant par les voies urinaires, va emmener l'eau avec elle, puisque c'est une molécule, une macromolécule, et ceci va faire partir de l'eau. Et on peut le faire dans des cas d'œdème, notamment d'œdème cérébral, pour faire diminuer l'œdème. Ici, le mannitol que l'on utilise, c'est sous forme de poudre. On fait inhaler du mannitol sous forme de poudre dans les bronches du sujet, et cette poudre de mannitol qui se dépose sur les bronches du sujet va faire quoi? Va absorber de l'eau. D'accord? Et l'absorption de l'eau va entraîner une hypertonie. Et ça va déclencher une crise d'asthme chez des gens qui ont une HRV. L'exercice entraîne une
l'exercice entraîne une hypertonie par dessèchement de la muqueuse. Maintenant, imaginez, je ne sais pas si je vous l'avais dit, quelqu'un qui viendrait, chez qui on suspecte une hyperréactivité bronchique. Et pour des raisons notamment cardiaques, on ne peut pas utiliser de l'acétylcholine. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À lui faire un exercice. Comment? Un test d'effort. Manque de chance, il s'est cassé les 2 jambes. Qu'allez-vous faire? Comment? Le mannitol est trop cher et pour l'instant, l'hôpital n'en a pas. Mais ça se fait des tests quand même avec le mannitol? Oui, bien sûr. Ça commence à se faire en France. C'est un test qui a été mis au point par les Australiens. Voilà. Ce n'est pas encore très fréquent. Le test de plus fréquent, c'est métacholine. Oui. Je le perfuse avec une solution hypertonique, ou je lui nébulise une solution hypertonique dans les poumons. Il n'y a rien de tout cela. En revanche, il y a une chose qui est simple, c'est que vous dites, quand la personne, elle court, qu'est-ce qu'elle fait? Elle hyperventile. Voilà. C'est ce qu'on appelle le test d'hyperventilation isocapnique. Alors pourquoi isocapnique? Parce que lorsque vous hyperventilez, vous allez faire diminuer votre PCO2 par hyperventilation. Et la PCO2 qui diminue va entraîner une alcalose. D'accord? Qui peut retentir sur votre système nerveux et là, vous pouvez vous trouver mal à cause de l'alcalose. Donc, au cours de l'hyperventilation, on fait arriver du CO2 pour maintenir la PCO2 à un niveau normal, pour ne pas provoquer d'alcalose. C'est pour ça qu'on appelle cette hyperventilation une hyperventilation isocapnique. Alors l'hyperventilation consiste à faire quoi? À demander simplement à un sujet d'être assis sur sa chaise et puis ensuite de volontairement ventiler à des régimes qui sont des régimes de haute ventilation. Et on le fait chez des gens qui ne peuvent pas bouger, qui ont des problèmes locomoteurs. D'accord? Et dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on peut faire une crise d'asthme avec une hyperventilation? Sans courir. Oui. Quand? Des attaques de panique. Oui, les gens qui ont des attaques de panique. Et on va prendre 2 autres exemples beaucoup plus agréables. Le fou rire. Les gens qui font des crises d'asthme avec le fou rire. Donc vous êtes très drôle, vous allez déclencher la crise d'asthme chez la personne. D'accord? Et puis, dans des situations beaucoup plus comment dire, il y a des crises d'asthme lors de l'orgasme, par exemple. Aussi, ça se voit. Donc, il faut travailler là-dessus. Hein, mais ça se voit et ça existe. Les gens qui hyperventilent, hein, par hyperventilation, et donc qui se retrouvent avec une crise d'asthme. Donc, avant ça, alors si vous êtes très, très prétentieux, vous donnez à la personne de la ventoline en prévention. Mais bon, au cas où. Absolument. Ce sont des doses de métacholine qui sont des doses infinitésimales. Et on voit la réaction. Je pense avoir mis quelques diapositives, mais je ne suis pas très sûr. Alors, histamine, on peut le faire aussi. La différence, c'est qu'on ne le fait pas parce que l'histamine a un effet systémique. En même temps que de déclencher la crise d'asthme, l'histamine va entraîner une hypotension et va entraîner un flush. Et pour avoir fait ça à la fois en tant que médecin, mais aussi en tant que sujet et que cobaye, je vous assure qu'on n'est pas bien après, parce qu'on a la tête tout rouge. Donc chez moi, c'est tout orange, bien sûr, mais ça, vous le savez. Et puis, on a un mal de tête après. Et c'est pour ça que l'histamine, on ne l'utilise plus tellement, mais ça peut se faire. La substance P, pareillement. La substance P, c'est ce que vous trouvez dans le piment. D'accord? Donc, ça brûle. Et ça entraîne ce qu'on appelle une inflammation neurogène. Bien sûr, ça entraîne une crise d'asthme, mais on n'aime pas trop parce que c'est très désagréable. Donc, in fine, on n'utilise que la métacholine parce que c'est physiologique. L'acétylcholine, c'est vraiment le truc que l'on sécrète tout le temps. Hein, et puis, c'est facile à manier. C'est le même schéma, en beaucoup plus joli, mieux dessiné, hein, mais qui reprend tout. Hein. Donc l'exercice avec l'hyperventilation isocapnique à mettre ensemble,
air sec, mannitol, aérosol hypertonique, on le met ensemble parce que ça entraîne une augmentation de l'osmolarité, une hyperosmolarité. Et puis ici, bah, vous avez les allergènes qui arrivent, vous avez la dégranulation mastocytaire, vous avez aussi la libération soit de l'acétylcholine, soit de substance P. Alors, substance P, est-ce qu'on la voit ici? Oui. Ouais, voilà. Donc ici, ça résume ce qu'on vient de voir ensemble. Voilà, et là, on revient à la vie de tous les jours. Donc les facteurs qui peuvent exacerber un asthme, c'est-à-dire déclencher, faire arriver une HRB, les allergènes, les infections respiratoires avec les virus, l'exercice et l'hyperventilation, les changements de la météo avec une hyperosmolarité ou bien une hypososmolarité, le dioxyde de soufre avec la pollution et les allergies alimentaires. Voilà comment on peut faire pour chercher une hyperréactivité bronchique. Je vais peut-être commencer par ça, hein, ici, c'est la chose la plus simple. Eh bien, là, c'est un test d'hyperventilation isocaplique. Le sujet est assis et il va ventiler avec une arrivée d'air contrôlé pour maintenir sa PCO2. Ça, c'est un aérosol qui peut être soit hyper ou bien hypotonique. Et ça, c'est le mannitol. Mannitol qui est commercialisé sous forme de capsule qui contient de la poudre qu'on met dans un dispositif, on appuie, la poudre sort et on va pouvoir mesurer le VMS après chaque dose. Voilà le test au mannitol, avec à chaque fois la mesure du VMS. Je vais rester un petit peu plus longtemps sur cette diapositive. Comment mesure-t-on une HRB en pratique? Soit avec la métacholine, soit avec l'histamine, comme on le voit là. Eh bien, on va donner des doses très faibles de métacholine ou bien d'histamine. Et à chaque palier, on va mesurer le VMS. Et on va décider que le test sera positif si et seulement si la chute du VMS sera supérieure à 20% par rapport au VMS de base, et cela avant la dose maximale. Donc il y a deux notions. Il y a la première notion, c'est qu'on ne va pas aller très loin. On ne va pas donner des tonnes de métacholine. On va donner une dose, on va augmenter les doses progressivement pour arriver à une dose maximale. Alors, en France, on utilise une approche qu'on appelle une approche dosimétrique, c'est-à-dire qu'on va donner des doses très précisément. Dans les pays anglo-saxons, on utilise une approche utilisant les concentrations. Et on va donner des concentrations, alors qu'en France, on donne des doses. Plus précisément, eh bien, on va donner 5 doses. Là, je vous donne des exemples pour fixer des idées, je ne vous demande pas de le retenir par cœur. On va commencer par la première dose, qu'on appelle D1, qui est à 100 microgrammes. Ensuite, on double à chaque fois. D2 étant le double de D1, donc 200 microgrammes. Et bien sûr, jusqu'à D5, qui est la dernière dose. Et donc, si vous calculez bien, D5 doit être égal à 1600 microgrammes. Puisque D3 est égal à 400, troisième dose, et D4 est égal à 800 microgrammes. Donc, la dose maximale sera 1600 microgrammes. Si à 1600 microgrammes, le sujet n'a toujours pas chuté son VMS de plus de 20% par rapport au VMS de base, on conclura un test négatif. Le sujet n'est pas hyperréactif. En revanche, s'il a chuté de 20%, quelle que soit la dose, on arrête le test. D'accord? Donc, vous pouvez arrêter le test dès la première dose. La dose maximale incluse, c'est-à-dire que... Vous commencez à 100. De deux choses l'une, ou bien et vous partez de 100. Vous commencez à 100 microgrammes et vous partez de 100%. Après 100 microgrammes, ou bien vous êtes à, allez, on va dire à 85%. Qu'est-ce que je fais?
Je continue. Et je donne la deuxième dose, d'accord, qui est de 200. Et à la deuxième dose, et si vous êtes à 75%, là j'arrête. Je dis que ça y est, vous avez atteint le seuil. Maintenant, on continue, et si vous êtes... Cinquième, par exemple, on arrive justement à 80. Là, vous êtes positif. Ouais, non. Ah, d'accord. Vous êtes positif. Du moment où vous allez atteindre la chute de 20%, quelle que soit la dose, la cinquième comprise, vous êtes considéré comme étant positif. D'accord? Donc, le test est positif. Maintenant, je ne sais pas si j'ai fait la diapositive, mais il y a la notion de dose qui provoque la chute de 20%, ce qu'on appelle la PC pour la concentration qui provoque, ou bien la PD pour la dose qui provoque, 20, qui provoque une chute de 20%. Et en fait, cette PC20 ou cette PD20, vous pouvez la calculer. C'est simplement vous tracez la ligne horizontale correspondant à la chute de 20%, et ensuite vous projetez sur l'axe des X, sur l'abscisse, pour voir quelle est la concentration et la dose correspondante. Et cette PC20, cette PD20, va déterminer l'importance de votre HRB. D'accord? Plus elle est grande, plus votre HRB est faible. S'il faut attendre jusqu'à la cinquième dose pour déclencher l'HRB, la dose est grande. D'accord? Donc, plus la PD ou la PC20 est grande, plus votre HRB est faible. A contrario, plus la PC ou la PD20 est faible, plus vous avez une HRB qui est importante. Et donc, vous pouvez suivre une HRB avec ce simple paramètre qui est le PC20 ou le PD20. Et si la PD20 est supérieure à la dose maximale, là, on conclut à un test qui est négatif. D'accord? Voilà, et vous le voyez ici. Donc, ce sujet-là, il aura chuté de 20%, mais là, au-delà du seuil, donc il est considéré comme normal. Celui-là, il aura chuté au bout d'un certain nombre de doses, donc il sera considéré comme léger. Celui-là, modéré, et celui-là qui chute tout de suite, il sera considéré comme sévère, puisqu'elle a un PC20 qui est très faible. D'accord? Voilà, donc ce n'est pas très compliqué. Voilà, donc comment fait-on le diagnostic d'asthme? Pour remettre tout ceci dans le contexte, bien sûr, vous interrogez le malade, d'accord? Vous mesurez la fonction respiratoire pour voir s'il est obstructif ou pas, et ensuite vous recherchez l'existence d'une hyperréactivité bronchique. Enfin, vous voyez s'il y a un terrain allergique ou pas. Et après, eh bien, vous prenez des mesures particulières qui sont nécessaires pour diagnostiquer l'asthme chez l'enfant, parce que, en fait, chez l'enfant de moins de 5 ans, eh bien, c'est un petit peu difficile pour mettre en évidence l'HRB. Voilà, donc ça, ce sont des symptômes, des équivalents de l'asthme qu'il faut connaître. Bon, je vais passer. Pour arriver à la notion de réversibilité bronchique. Le test à la méthacholine comme un test d'exercice, vous ne pouvez le faire qu'à deux conditions, qui sont: premièrement, vous soupçonnez qu'il y a une HRB, d'accord? Et deuxièmement, il faut que la personne ait une fonction respiratoire qui est normale. Il faut que le VMS soit proche de 100%. Vous n'allez pas... Parce que c'est quoi la recherche d'une HRB? C'est de déclencher une mini-crise d'asthme. Eh oui, vous n'allez pas l'emmener en réanimation pour ça. Donc en fait, il faut que le VMS soit au moins supérieur à 80%. Maintenant, si la personne vient et si elle a 75% de VMS, cliniquement, il n'y a pas de signe, elle va bien. D'accord? Et là, vous posez la question, est-ce qu'on va lui faire un test à la méthacholine ou pas? Sachant qu'elle a 75%.
Donc vous êtes vraiment ce qu'on appelle borderline, vous êtes vraiment à la frontière entre une personne qui va bien et une personne qui va déclencher une crise d'asthme. Qu'allez-vous faire? On fait la crise d'asthme avec la ventoline dans la main gauche et la bouteille d'oxygène dans la main droite. Non, la façon la plus simple, c'est que vous allez faire un test de réversibilité, vous allez donner de la ventoline. Vous allez donner de la ventoline parce que la personne est déjà légèrement obstructive. Quand bien même elle n'est pas gênée cliniquement, vous pouvez donner de la ventoline. Et si, avec la ventoline, vous arrivez à faire augmenter le VMS, d'accord, de plus de 200 ml par rapport au VMS initial. Et de plus de 12%, là, vous conclurez à un test positif. Alors, je reprends. Bon, ceux qui ne sont pas en présentiel ne vont pas le voir, mais ce n'est pas grave. L'HRB, c'est l'histoire d'accordéon. D'accord? La métacholine, c'est quoi? C'est que quand votre accordéon est détendu, vous allez donner quelque chose pour voir s'il est capable de se contracter. La ventoline, c'est quoi? C'est lorsqu'il est déjà contracté, vous donnez quelque chose pour voir s'il est capable de revenir à sa position initiale. C'est tout. Donc, c'est voir si les bronches sont capables de réagir dans un sens ou dans un autre lorsque l'on donne soit un bronchoconstricteur, soit un bronchodilatateur. Voilà. Donc, 12% ou 200 ml, delta VMS. Et on a dû voir aussi une autre façon de mesurer l'HRB, qui est la mesure du débitmètre de pointe avec les mesures du soir et du matin. Et là, vous voyez que les valeurs matinales sont toujours plus faibles que les valeurs du soir, les valeurs vespérales. Et chez le sujet asthmatique, vous allez avoir une différence entre les valeurs matinales et les valeurs vespérales qui doit être de plus de 20%. Et c'est ce qu'on appelle la labilité bronchique. Oui, c'est un autre test qu'on peut faire et qui explore exactement la même chose. Alors, je vais vous le dire, mais juste avant, pourquoi on dit que ceci est équivalent à une hyperréactivité bronchique? C'est toujours l'accordéon. Le soir, il est là, le matin, il est là. D'accord? Donc, ce sont les bronches d'un sujet qui se contractent et se relâchent. Le matin, il se contracte et le soir, il se relâche. Le matin, il se contracte et le soir, il se relâche. Et lorsqu'il se contracte le matin, lorsqu'il est très bas comme ceci, il n'est pas bien. Il est essoufflé, il est dyspnéique, il siffle, il sibille. D'accord? Et si là-dessus, vous passez par là, et bon samaritain, vous dites, mais là, vous n'êtes pas bien, je vais vous donner un petit peu de ventoline. Et si le matin, vous donnez un petit peu de ventoline, vous allez voir la personne atteindre ses meilleures valeurs qu'il va retrouver le soir. Et ce que vous venez de faire, c'est une épreuve de réversibilité. D'accord? Alors, pour répondre à votre question, mais juste avant de répondre à votre question, en fait, les trois tests explorent exactement la même chose. Le fait que les bronches sont très sensibles, se contractent et se relâchent. La différence est que ce test-là, on va voir l'avantage et le désavantage. Quel est l'avantage de ce test? Sachant que ce test est simple, il suffit simplement que le sujet ait un débitmètre de pointe qui est vendu en pharmacie pour 30 €, remboursé par la sécurité sociale, d'accord? Et puis qu'il rentre chez lui, mais qu'il fasse ça tous les jours, d'accord? Le matin et le soir, 2 fois par jour. L'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin d'être à l'hôpital, il n'y a pas d'appareillage compliqué, il est chez lui et il fait ça. Donc S1, S2, S3, c'est à chaque fois quand il prend le bronchodilatateur? Non, il ne fait rien du tout. Il fait rien du tout. S, c'est soir, premier matin, deuxième soir, etc. Donc ici, en général, on demande au sujet de faire sur une semaine. D'accord? Et ici, c'est une labilité. Donc les bronches ne sont pas stables. La métacholine, l'avantage, c'est que vous avez les résultats tout de suite. Ça, il faut attendre une semaine. Et ensuite, vous dites, au bout d'une semaine, revenez me voir, monsieur, madame. Je regarde vos chiffres, je fais un graphique et je vous dis si oui ou non vous avez une HRB.
La métacholine, résultat tout de suite. Mais il faut le faire à l'hôpital. D'accord ? Et surtout, c'est que de temps en temps, on a des bronchospasmes très importants. Et c'est imprévisible. Vous pouvez avoir une personne qui est à 100 et qui se retrouve à 40. Donc vous donnez la ventoline. Bronchodilatateur. Après ventoline. D'accord ? Là, s'il est ici, si vous donnez la ventoline, il va se retrouver là. Il fait des tests chaque soir, chaque matin, et à un moment, il décide de prendre la ventoline. Non. Et puis si vous passez par là, surtout le matin, d'accord, si vous dites, mais là, je ne te sens pas bien, tu siffles, si vous donnez la ventoline, il va tout de suite après avoir ses meilleurs résultats du soir. Est-ce que tout le monde comprend ça? D'accord? Mais ça veut dire que ce test-là, à ce moment-là, est absolument équivalent à un test de réversibilité. On vient de lui faire un test de réversibilité. Et le test de réversibilité va retrouver ça, pas plus. Donc, est-ce que vous voyez l'équivalence entre les trois tests? Métacholine, réversibilité et, avec le peak flow, le test de l'habilité. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est que c'est simple. Pourquoi est-on moins en forme le matin? Oui, c'est naturel, c'est chez nous tous. Mais encore. Voilà. Et quelles sont les deux hormones qui nous intéressent ici? Dans l'asthme. Comment? Non. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Les deux hormones, c'est l'adrénaline, d'accord, qui est bronchodilatatrice, comme nous le savons. D'accord? Et l'adrénaline, eh bien, passe par un minimum de sécrétion la nuit. La nuit, on dort. La nuit, sauf si vous faites de la java. Mais sinon, votre taux d'adrénaline, le matin, est très bas. Sinon, vous n'allez pas pouvoir dormir. D'accord? Et la deuxième hormone, c'est le cortisol. Qui, comme vous le savez, est une hormone, c'est l'hormone anti-inflammatoire la plus puissante. Et le pic de sécrétion du cortisol, c'est le matin. D'accord? Mais pour que l'effet du cortisol qui est sécrété le matin marche, il faut attendre midi. Ça marche. Donc, ce qui veut dire que s'il y a un pic de sécrétion le matin, le niveau du cortisol qui se trouve le plus bas au cours des 24 heures, c'est aussi pendant la nuit. Donc pendant la nuit, on a très peu de cortisol, on a très peu d'adrénaline, et c'est tout à fait naturellement que le matin, on va se retrouver avec un taux bas de cortisol et d'adrénaline. Et donc, eh bien, on a des valeurs, on a de l'inflammation. Hein, si on a une bronche inflammatoire parce qu'il n'y a plus de cortisol, et on a une bronchoconstriction parce qu'on n'a plus d'adrénaline. Et au fur et à mesure que la journée progresse, le taux de cortisol va monter, le taux d'adrénaline va monter, et donc le débitmètre va aussi monter. Tout simplement. Bien sûr, vous pouvez tout inverser. Hein. Maintenant, si vous travaillez à la nuit, si vous faites la fête la nuit, vous faites la java, eh bien, les crises du matin sont beaucoup plus rares. Mais c'est classique, ça. Hein. Dès que vous prendrez des gardes dans les services d'urgence, eh bien, vous verrez que c'est toujours vers le coup de 5 ou 6 heures du matin que l'on voit arriver des patients asthmatiques en crise. C'est après une nuit et c'est le petit matin. C'est ce que les anglo-saxons appellent « the morning dip ». C'est le plongeon du petit matin. Il y a le débitmètre, il y a le débit expiratoire qui plonge et il y a aussi le malade qui plonge. Et maintenant, pour faire le lien entre l'inflammation et l'hyperréactivité bronchique, une chose qui est simple, c'est que vous traitez l'inflammation avec les glucocorticoïdes. Ici. Et que voit-on? Ici, on demande à un sujet de faire des mesures du débitmètre de pointe. D'accord? Et là, que voyez-vous ici? Ça, c'est une variabilité. D'accord? Beaucoup, peu, beaucoup, peu. Et puis, ensuite, s'il prend les glucocorticoïdes, au bout d'une semaine, toutes les valeurs sont hautes. Il n'y a plus
de valeur basse. Il n'y a plus cette labilité. D'accord? Et donc, c'est une preuve, à mon avis, qui est une preuve tout à fait intéressante, montrant le lien entre l'inflammation et l'HRB. Et si vous enlevez l'inflammation, vous n'avez plus l'HRB. Pourquoi l'inflammation est-elle liée à l'HRB? Je vous le dis comme ça, vous me croyez. Mais vous pouvez aussi me demander pourquoi. L'inflammation, c'est la sécrétion de toutes les molécules qu'on a vues. D'accord? Le PAF, le leucotriène, l'histamine, etc. Maintenant, si vous n'avez plus ces molécules. La HRB, c'est un peu ce que le corps fait pour se défendre d'une inflammation. C'est la réponse des bronches à des stimulus, d'accord, sur un terrain qui est déjà miné par l'inflammation. Si vous n'avez pas d'inflammation, le même stimulus ne fera rien, ou très peu de choses. Voilà, donc si vous enlevez l'inflammation, vous n'avez pas toutes ces molécules, vous n'avez plus toutes ces cellules, et donc les bronches vont être beaucoup plus difficiles à être énervées, à être stimulées. Donc on reprend la même chose. La différence entre l'asthme et la BPCO, on l'avait déjà vu au début de ce cours, hein, donc allergène d'un côté pour l'asthme, la pollution notamment avec la fumée de cigarette pour la BPCO, mais ça peut être aussi la pollution atmosphérique, ça peut être aussi l'amiante, comme on l'a vu. Voilà, donc je pense qu'on a vu l'essentiel. En fait, mon but lorsque je fais ce cours, c'est que vous compreniez les liens entre l'inflammation, phénomène biologique, l'HRB, qui est un phénomène qu'on peut qualifier de physiologique ou bien de physiopathologique, et les symptômes cliniques. D'accord? Et que entre la biologie et les cellules, et les microscopes, et les westerns, et les northern, etc., et puis le stéthoscope, il y a un moyen simple qui est de chercher l'HRB. Et vous savez maintenant comment on la recherche. Soit avec le test à la métacholine, soit avec le test à l'exercice, soit avec un test de réversibilité si c'est un patient qui a une obstruction bronchique, soit plus facilement, et c'est ce que je fais très souvent dans ma petite pratique clinicienne, je prescris un débitmètre de pointe et je demande à mes malades de faire une mesure matin et soir. Alors en pratique, il faut leur demander de faire 3 mesures parce que c'est difficile de faire une bonne mesure, donc il faut s'assurer que les gens savent bien souffler. Et avec ça, on voit s'il y a ou non une labilité. Si la labilité existe, on dit qu'il y a une HRB, on la traite. S'il n'y a pas de labilité, eh bien il n'y a pas d'HRB. D'accord? Voilà. Donc, avez-vous des questions? Justement, ce test, j'ai encore joué à la question. Oui. On va demander à la personne de souffler le matin. Oui, 3 fois. 3 fois, mais ça mesure juste. Il n'y a rien de. Il n'y a pas de bronchodilatateur. Non, non. Ça mesure juste son souffle. C'est comme le VMS, c'est le débit expiratoire de pointe. On mesure le matin, on va mesurer le soir. Ouais. Et s'il y a une différence de 20%, ouais. Ça veut dire qu'il y a une différence entre le matin et le soir de 20%, c'est qu'il y a une HRB, ce qu'on appelle une labilité bronchique. Une labilité bronchique. D'accord. Et donc à ce moment-là, on va donner des bronchodilatateurs. Non, les bronchodilatateurs, après il revient, parce que, en fait, comme l'asthme est une maladie réversible, et lorsqu'il vient vous voir en consultation, de 2 choses l'une, ou bien il est en pleine crise, auquel cas vous ne demandez même pas d'HRB. D'accord? Parce qu'il est asthmatique, donc il a forcément une HRB. Donc dans ce cas-là, vous le traitez. Maintenant, s'il dit, mais je souffre de martyre, vous l'auscultez, il est normal, vous faites une EFR, le VMS est à 100%, d'accord? Là, qu'allez-vous faire? Vous allez chercher une HRB, d'accord? Et la façon la plus rapide, c'est le test à la métacholine. Mais pour faire un test à la métacholine, il faut avoir un service de physio, d'accord? De la métacholine, des réanimateurs éventuellement à côté pour pouvoir faire ça. Si vous travaillez dans un petit hôpital, pas de physiologiste, pas de réa, vous n'allez pas faire le test à la métacholine. Dans ce cas-là, vous faites le débitmètre de pointe. D'accord? Et là, vous le reverrez.
Mais ça, c'est uniquement lorsqu'il vous raconte une histoire qui ressemble à de l'asthme, mais que vous n'avez aucun argument, lorsque vous l'examinez, pour dire que c'est un asthme. Auscultation normale et EFR normal. Parce qu'au moment où l'on a ausculté, il était normal, il n'avait pas sa crise. Il n'a plus sa crise. Donc ça s'appelle le test de l'habilité bronchique. Alors, c'est le test au pic-flomètre. Pic-flomètre. D'accord? Et donc, les stimulus et les triggers, c'est pareil, ce sont des facteurs de la vie de tous les jours qui vont déclencher une crise, donc une obstruction. Et l'obstruction, c'est la crise. Hein. Les triggers, c'est l'exercice, c'est le brouillard, c'est la pollution. Et moi, ce que je veux simplement, c'est que vous fassiez le lien entre la biologie et ça de façon claire et nette. Voilà, donc si vous n'avez... Oui. Oui. Mais la pollution, ça ne peut pas intervenir aussi dans l'asthme. Ben oui, bien sûr. Et après, maintenant, il y a ce qu'on appelle des syndromes mixtes. C'est-à-dire que vous avez parfaitement le droit et la malchance d'avoir un terrain atopique qui vous prépare à un asthme et de vivre dans une ville polluée ou bien de fumer. Dans ce cas-là, vous avez les deux. Vous avez les deux. Alors, sachant que dans la BPCO, il y a des signes qui sont beaucoup plus présents que d'autres, notamment l'hypersécrétion. Le bronchite chronique, au début, il est défini par l'existence de toux et de crachats. À la définition de la BPCO, c'est la bronchite chronique, c'est quelqu'un qui tousse et qui crache, d'accord, pendant 3 mois dans l'année, 3 mois non consécutifs, et pendant 2 ans consécutifs. C'est une définition purement épidémiologique. C'est même pas clinique. Vous ne l'examinez même pas, il n'y a pas d'EFR. Quelqu'un qui dit, docteur, je tousse et je crache, et vous faites le compte, si c'est 3 mois, pas forcément consécutifs, d'accord, ça peut être juin, juillet et puis décembre, mais 2 ans consécutifs, 2014-2015, vous dites, monsieur, vous avez une bronchite chronique. D'accord? Alors, là, ben, ce sont des gens qui, à force d'avoir des bronches qui sont agressées par une pollution, eh bien, vont réagir à cette pollution en faisant intervenir, d'un point de vue biologique, eh bien, les macrophages et les polynucléaires neutrophiles. Les macrophages qui vont prendre en charge, eh bien, qui vont essayer de phagocyter toutes les molécules polluantes, et qui ensuite vont faire intervenir en deuxième ligne les lymphocytes TCD8 et les neutrophiles. Et ça va entraîner un profil biologique particulier avec des molécules inflammatoires qui sont légèrement différentes de l'inflammation dans l'asthme qui fait intervenir les mastocytes et les éosinophiles. D'accord? Donc pour l'instant, vous, à votre niveau... Votre... Ici, oui, vous l'avez aussi. L'HRB, vous l'avez aussi. Vous l'avez aussi. Donc là, les macrophages interviennent et pas... Ici, c'est les mastocytes. Oui. Alors, pour terminer, l'HRB, vous allez la voir. Alors, vous venez de soulever une question intéressante. Et ce sera la dernière question avant la fin du cours. Vous allez avoir une HRB dès lors que vous avez quoi? Tout à l'heure, on a vu 3 entités. C'est une inflammation. Ouais, une inflammation. Non, aiguë. Dès que vous avez une inflammation. Et c'est pour ça que je dis que c'est intéressant. C'est qu'en pratique, quelqu'un chez qui on suspecte d'avoir de l'asthme et qui vient, qui a le nez qui coule et qui a la gorge qui est un petit peu prise comme moi, on dit, monsieur, vous reviendrez lorsque vous n'avez plus le nez qui coule, vous n'avez plus la gorge. Donc, lorsque vous n'avez plus une infection des voies aériennes supérieures aiguës. Parce que là, vous avez une inflammation et ça va donner des faux positifs. Si on mesure l'HRB, elle sera là. C'est normal, parce que vous avez une inflammation, mais cette inflammation-là n'est pas liée à l'asthme ou bien à la BPCO. D'accord? Donc, l'HRB est liée à l'inflammation. Point barre. Si vous supprimez, alors là aussi, si vous supprimez l'inflammation, vous supprimez l'HRB. Mais ça ne veut pas dire que vous avez guéri la personne de l'asthme. Ok? Voilà, donc retenez ça, inflammation, c'est HRB. Voilà, allez, on va s'arrêter là.